De notre côté, c'est OK. Allez, on va démarrer, Ulysse? Très bien. Donc, bon, déjà, merci à tous d'être présents pour ce nouveau webinaire sur les bornes de recharge, avec un point d'attention sur le programme à venir qu'on a commencé à déployer depuis cet été. Bonjour, merci Ulysse. Bonjour et bienvenue à tous. Donc, on va se présenter avec Ulysse. On est ensemble pendant 1 heure. Ce qu'on vous propose pour un confort d'écoute optimal pour tout le monde, c'est qu'on va désactiver vos micros et on va vous faire une présentation qui va durer une demi-heure. On va essayer vraiment de tout condenser en une demi-heure. Ensuite, on réouvrira les micros et on répondra à vos questions. N'hésitez pas à les noter dans le chat, les questions que vous allez en allant ou les noter de votre côté pour nous les poser à la fin de la présentation. On espère que vous nous entendez bien. De toute façon, la réunion va être enregistrée et sera disponible sur le site Mobiliance pour réécouter. En tout cas, voilà, bienvenue à tous. Alors, on va se présenter, Ulysse. On ne te connaît peut-être pas encore. Bienvenue à tous. Donc, moi, je m'appelle Linda Benzit. Je suis chef de projet IRVE pour Mobiliance depuis le début de ce mois, enfin du mois de septembre. Pour mon parcours, rapidement, j'ai passé 5 ans chez un constructeur automobile français, 15 ans dans le domaine des ressources humaines sur les métiers de l'énergie, de l'environnement et du nucléaire. Je suis diplômée d'un executive MBA et je suis également chef d'entreprise sur des projets d'électromobilité. Voilà pour mon parcours et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, Ulysse de l'Hôtel, donc chargé de projet RVE, j'ai rejoint Mobiliance cet été également pour ce projet. Et donc, pour mon parcours, je suis jeune ingénieur diplômé dans l'automobile. Et précédemment, j'ai eu une expérience aussi chez un constructeur sur le sujet des bornes de recharge. Merci Ulysse. Alors pour le programme d'aujourd'hui, donc en quelques chiffres, on va vous présenter les chiffres de l'électromobilité. En tout cas, on va également vous présenter le cadre réglementaire, les IRVE, le sujet qui va nous animer aujourd'hui, mais aussi le programme à venir. On aura une partie formation et enfin, on vous présentera les actualités de Mobiliance et notamment du programme IRVE. Donc pour commencer, quelques chiffres, un peu pour vous présenter le sujet de l'électromobilité en France actuellement. Donc au niveau des immatriculations, aujourd'hui, on approche le million de voitures électriques et hybrides rechargeables en circulation sur le territoire français pour 71 600 points de recharge ouverts au public. Donc on peut voir que sur la répartition au niveau national, certaines régions sont beaucoup mieux équipées que d'autres au niveau des points de recharge, mais on a un taux d'évolution énorme ces derniers temps parce qu'on est presque à 50% d'évolution sur les 12 derniers mois. Et depuis le début de l'année, on est à 5000, presque 5700 nouvelles stations de recharge, donc, ce qui représente, ce qui est assez important au vu du nombre total de stations de recharge ouvertes aujourd'hui en France. Et sur les types de stations de recharge, là, on retrouve la majorité dans les parkings et les commerces, donc 35% sur des parkings et 35% dans les commerces. Donc voilà, comme je vous le disais, ce taux d'évolution très important sur les 12 derniers mois sur le nombre de points de recharge. Et donc après, sur la typologie des points de recharge qu'on peut retrouver, ceux qui sont ouverts au public en France, on a une majorité des points de recharge qui sont en courant alternatif, avec des puissances de charge entre 7 et 22 kW. Donc ça, c'est vraiment le point de recharge principaux qu'on peut retrouver en France. On vous détaillera plus tard les différences entre les différents types de points de charge. Alors, on va commencer par le cadre réglementaire. Donc, on parle d'électromobilité, on parle de bornes de recharge, mais finalement, quel est le cadre? On se pose la question de savoir si effectivement il faut installer des bornes ou pas. Sachez qu'il y a quand même trois réglementations qui vont nous amener, en tout cas, et vous amener à devoir ou en tout cas réfléchir au projet d'installation de bornes. La première, c'est la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, hein, qui a pour objectif en fait de réduire les émissions de CO2, pardon, avec en tout cas une réglementation qui vise toutes les flottes supérieures à 100 véhicules, de renouveler ces nouveaux véhicules, donc dans le cadre précis, là, 10% de renouvellement
en 2022, 20% d'ici 2024, 35% en 2027 et 50% d'ici 2030, renouveler ces véhicules par l'acquisition de véhicules à faible émission. Donc, toutes les flottes supérieures à 100, on peut se dire, finalement, c'est beaucoup, on n'est peut-être pas concerné, sauf que ça veut dire que tous ces véhicules-là, en tout cas toutes ces entreprises qui vont devoir renouveler ces véhicules en véhicules dits propres, on va les retrouver finalement chez vous, adhérents, notamment en entretien et pour la partie maintenance par exemple. On a également les ZFE, donc les zones à faible émission de mobilité. Donc, dont le programme va s'étaler jusqu'en 2025 et donc avec une réglementation qui va réduire considérablement la circulation des véhicules dits polluants ou en tout cas à fort émission de CO2. Donc, voilà. Et enfin, la réglementation café qui va dans le sens pour les constructeurs de la fabrication de véhicules à très faible émission, 95 grammes de CO2. Donc, vous voyez que finalement, le cadre réglementaire va nous amener à changer nos méthodes de transport. Alors, je ne vous l'apprends pas, mais effectivement, il faut maintenant se poser la question de comment on va accueillir ces véhicules et comment on va les recharger, tous ces véhicules électriques et hybrides rechargeables. Alors, on va parler maintenant des IRVE, puisque tout à l'heure, Ulysse, tu nous as parlé de courant alternatif, courant continu. C'est un jargon qu'on ne connaît pas tous. Ce qu'on vous propose là, c'est vraiment de vous donner un vernis le plus clair possible concernant les IRVE. Donc, les IRVE, la définition, c'est les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc, on y va. Deux types de courant sur les bornes de recharge de véhicules électriques. Vous avez un courant dit AC, donc courant alternatif, ou courant continu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, sur la partie courant alternatif, ce type de courant est destiné sur les bornes de recharge dites à recharge lente ou normale. Et en fin de compte, pour schématiser, c'est la recharge que vous allez faire de votre prise domestique au véhicule. Donc, en fait, dans le véhicule, vous avez un convertisseur embarqué qui va venir stocker l'énergie de la voiture, enfin des batteries, pour pouvoir alimenter les batteries en circulation de vos véhicules. Le courant continu, c'est le courant dit rapide ou ultra rapide. Donc, en fait, les convertisseurs sont vraiment stockés directement dans les bornes de recharge et donc vont venir délivrer à haute puissance le courant dans les batteries de nos véhicules électriques. Voilà pour les deux types de courants. Donc, retenez courant alternatif, courant continu. Le courant continu pour des recharges plutôt rapides ou ultra rapides et le courant alternatif pour des recharges lentes ou plutôt normales. Ensuite, on va se poser la question de quel type de prise de recharge. Donc, on vous a mis vraiment les principales. Donc, 4 types de prise de recharge. Les types de recharge 1 ou E, on les appelle E. Donc, c'est avec le côté où vous avez l'embout prise domestique, prise de courant classique, et l'autre embout qui va venir se charger sur le véhicule. Plutôt destiné sur des recharges lentes. D'accord ? Le type 2, donc, qui est matérialisé, alors je ne sais pas, on ne voit peut-être pas ma souris, mais en tout cas le type 2 qui est matérialisé ici sur le schéma pour le courant alternatif, donc là pour une recharge dite normale, et après je vous expliquerai c'est quoi normale, rapide, lente, ultra rapide. Le type combo CCS, donc type 2, combo 2, pardon, ou CCS pour les recharges rapides ou ultra rapides. Et enfin, le type 4 de type CHAdeMO, qui est plus rare, mais voilà, qu'on retrouve aussi. Alors, je vous le disais, on a essayé de vous faire un schéma plutôt globalisé sur les différents types de charges, de bornes, etc. Donc, vous allez retrouver, on va vous fournir ce document, mais vous allez retrouver 3 types de bornes, enfin en tout cas dans les plus courants pour les professionnels, les types de bornes AC, DC. Pour une recharge en type AC, charge dite normale, donc vous avez les puissances entre 7,4 et 22 kg, on utilise des prises de type 2 et vous allez pouvoir charger entre 2 et 5 heures. Ce type de recharge est plutôt destiné aux recharges sur les véhicules qui vont rester sur un parking 2 heures ou plus, donc quand on va au travail par exemple, ou quand vous n'êtes pas forcément en itinérance, donc on va plutôt favoriser ce type de recharge. Vous avez ensuite le type de recharge rapide de 22 à 150 kg en borne DC avec une prise de type combo CCS où là vous allez charger en 1 ou 2 heures et les ultra rapides à 150 kg et plus. Donc ça c'est vraiment les types de bornes ultra rapides que vous retrouvez. Vous allez pouvoir recharger en
en 15 à 30 minutes. Donc, ces deux types de charges, vous allez les retrouver notamment pour des véhicules pour un usage, en tout cas en itinérance, qu'on appelle en itinérance. Donc, les usagers n'ont pas le temps de rester sur le parking, ou notamment quand vous voulez faire de longues distances, vous allez plutôt favoriser ce type d'énergie. Sachez qu'une borne de recharge donc, peut avoir plusieurs points de charge de puissance égale ou différente. Et vous allez voir que Ulysse vous expliquera que les points de charge sont, enfin les financements du programme à devenir sont plutôt dédiés aux points de charge. Là, on vous a mis un exemple de station de recharge qui va comporter deux bornes. Donc la petite batterie bleue, vous voyez, c'est des bornes. Sur une borne, vous pouvez avoir deux points de charge. Et donc la station, quand on parle de station de recharge, vous allez retrouver par exemple une station de recharge qui, dans cet exemple-là, comporte deux bornes de recharge et 4 points de recharge. Ensuite, sur les puissances, très important, avant de se poser la question de quel type de borne il faut installer chez vous, c'est très important d'identifier la puissance que vous avez disponible sur votre site. Donc pour cela, il suffit de vous adresser à votre fournisseur d'énergie pour vérifier la puissance que vous avez souscrite. Ensuite, vous allez, en tout cas, étudier les puissances de raccordement, les pointes de puissance. Donc tout ça, c'est votre fournisseur d'énergie qui va vous le faire, et la réserve de puissance disponible dont vous disposez. C'est très important avant de décider d'installer une borne de recharge, de savoir finalement quel type de puissance vous avez disponible sur votre site ou sur vos sites. Alors là, vous verrez, c'est écrit en tout petit. Je vais essayer de vous présenter ça en synthèse. En gros, avant de décider d'installer une borne de recharge sur son site, ce qu'il faut vraiment identifier en premier lieu, c'est est-ce que vous allez utiliser cette borne de recharge pour vos clients, pour vos salariés, pour la maintenance, ou plutôt pour le passage du public de manière générale. Ensuite, vous allez étudier les caractéristiques de votre site, donc comme je vous le disais, les puissances disponibles, etc. Ensuite, vous allez étudier le budget. Donc, sachez que en tout cas pour vos projets d'installation d'IRVE, vous avez trois possibilités. Vous pouvez décider d'acheter la borne, d'en devenir propriétaire. Vous pouvez décider de louer la borne, mais vous pouvez aussi décider de passer par un tiers investisseur. Et le tiers investisseur, en fait, c'est lui qui va investir sur votre site et prendre en charge les frais d'installation, de travaux de génie civil, etc. Exploiter la borne et vous reverser soit un loyer, soit un pourcentage du chiffre d'affaires. Ensuite, vous allez choisir votre fournisseur, donc le fournisseur qui doit impérativement être qualifié à devenir. Là, vous avez une liste complète. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment, si possible, en tout cas, de retenir un fournisseur qui soit et installateur et exploitant, en tout cas, de la borne et qui va assurer la supervision. Et ensuite, vous allez pouvoir lancer votre projet. Sachez que quand vous décidez d'installer une borne, notamment pour les bornes de charge rapide ou ultra rapide, les projets peuvent prendre entre 6 et 18 mois, en tout cas d'études sur vos sites. C'est vraiment beaucoup moins long quand vous décidez d'installer une borne dite à usage privé. Et on va rentrer dans le détail, vraiment des types, en tout cas du programme à devenir. Sur les formations, alors pareil, je vous ai parlé de budget. Est-ce qu'on loue une borne? Est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'on passe par un tiers investisseur? On vous expliquera en fin de webinaire qu'on va mettre en place des formations pour notamment comparer les différents business models et les plus adaptés pour vos cas. Donc maintenant, on va passer aux acteurs qui gravitent autour de toute cette recharge des véhicules électriques. Donc Linda, vous en parlez précédemment des opérateurs brièvement. Donc tout commence d'abord par l'aménageur. L'aménageur, ça va être le maître d'ouvrage de la station de recharge jusqu'à sa mise en service. À savoir que légalement, en fait, sera considéré comme l'aménageur, le propriétaire de la borne, une fois qu'elle est installée. Mais le point de départ, c'est vraiment l'aménageur, donc celui qui va installer la borne. Ensuite, on a le CPO, donc Charge Point Operator. Donc lui, c'est l'opérateur de la charge, de la borne de recharge. Et comme votre téléphone, vous allez avoir besoin d'un opérateur si vous souhaitez avoir des différents services autour de cette borne, comme la télégestion ou la gestion de la facturation, etc. Donc là, lui va vous fournir un service qui va permettre d'interconnecter vos bornes et de les gérer. Donc que ce soit si vous avez une flotte de bornes ou pour la mettre à disposition du public et avoir un service de facturation. Ensuite, on a le IMSP, donc E-Mobility Service Provider. C'est l'opérateur de mobilité. Donc lui, c'est un opérateur qui va fournir un service à l'usager, donc au conducteur de véhicules électriques. Donc typiquement, il va donner un moyen de paiement ou un abonnement
qui va permettre à l'utilisateur de véhicules électriques d'accéder aux bornes. Donc lui, va donner un moyen d'identification à l'utilisateur sur les bornes. Et donc après, il va permettre de refacturer soit à l'opérateur des bornes de recharge ou à l'aménageur directement. Et ensuite, on a la plateforme d'interopérabilité qui, elle, va permettre de faire le lien entre tous les opérateurs et les opérateurs de mobilité, donc tous les CPO et les IMSP. C'est notamment cette plateforme qui va permettre de référencer l'intégralité des bornes qui sont accessibles au public. Donc c'est assez compliqué de comprendre toutes les interactions que peuvent avoir ces différents acteurs. Donc on a essayé de vous remettre sur ce schéma ce qu'on peut avoir typiquement lorsqu'on va recharger son véhicule. Donc tout commence d'abord par l'aménageur, donc lui qui va installer la borne de recharge. Et ensuite, si c'est une borne à usage privé, l'utilisateur va directement soit se brancher sur la borne, soit va faire appel du coup au service de l'opérateur des bornes de recharge s'il y a un service de télégestion. Pour la borne ouverte au public et en itinérance, là, ça va se complexifier un petit peu parce que du coup, l'utilisateur, lui, communique et paye à l'opérateur de mobilité qui passe par la plateforme d'interopérabilité et ensuite fait le lien avec l'opérateur de la borne et ensuite l'aménageur directement. Donc maintenant qu'on vous a fait un petit vernis sur l'ensemble des points nécessaires pour comprendre la recharge des véhicules électriques, on va vous parler du programme à venir et notamment du volet dédié aux professionnels des services de l'automobile. Donc déjà, le programme à venir, c'est un programme qui est porté par l'AVER France et qui vise à subventionner l'installation de bornes de recharge. Donc depuis le 1er juillet, on a signé une convention avec l'AVER qui a donné naissance à ce plan dédié aux pros de l'auto. Donc ce plan, c'est un budget de 30 millions d'euros, dont 23 millions pour les installations. Et ça passe sur un objectif de 8000 points de charge. Donc il y a une répartition 50-50, 4000 points de charge à destination des flottes et salariés, donc plus un usage privatif, et 4000 points de charge pour les bornes ouvertes à tout public. Donc, ce plan dédié aux professionnels des services de l'automobile est régi par l'éligibilité des codes APE des activités des bénéficiaires. Et il se décline sous 2 primes. Donc, on a une première prime pour les points de charge ouverts à tout public. Donc, un point de recharge ouvert à tout public, c'est un point de charge qui est ouvert à n'importe qui sans discrimination. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit réservé à vos clients. Il faut que si quelqu'un souhaite se brancher sur ce point de charge, il le puisse. Il n'y a aucune barrière qui se mette devant lui. Et ensuite, on a la prime pour les points de charge à usage privatif. Donc là, les points de charge à usage privatif, c'est ce qu'il y aura chez vous, sur votre site, qui sera réservé soit à vos véhicules de flotte, soit pour vos salariés ou vos clients. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on a obtenu, grâce à ce volet réservé aux professionnels des services de l'automobile, que les bornes de type maintenance sont éligibles à ce type de prime. Donc, quand on dit une borne de maintenance, c'est une borne qui sera soit dans une aire de maintenance, dans une aire de livraison ou une aire de démonstration. Donc, on pourra être éligible aux primes grâce à ce plan dédié aux pros de l'auto. Alors, pour compléter, merci Ulysse. Vous l'avez compris, deux types de primes, point de charge ouvert au public, point de charge à usage privatif. Ce que vous devez retenir, c'est que donc, vous pouvez avoir une seule borne avec différents points de charge. D'accord? Donc, quand on dit que, et Ulysse va vous en parler sur les primes. Et alors, on a eu un commentaire tout à l'heure dans la présentation, enfin, au moment de la présentation, de quelqu'un qui dit, bah, finalement, moi, j'ai une borne chez moi, j'ai un vacancier qui passe par là et qui aimerait se recharger. Du coup, ben, en fait, parce que son abonnement n'est pas compatible avec les bornes de la ville, donc il est venu me demander à se charger chez moi. Vous n'avez pas la possibilité de refacturer. Du coup, ben, si tout le monde fait ça, vous allez vous retrouver avec un parking vraiment vide complet. Donc, très important, à partir du moment où vous avez décidé de mettre en place un parking dit à usage, enfin, en tout cas ouvert à tout public, votre borne est obligatoirement déclarée. Déclarée sur des plateformes bien dédiées comme Jiref par exemple. Et en fait, donc, ça veut dire qu'elle va être ouverte à tout public et n'importe qui va utiliser une application comme ChargeMap par exemple va trouver dans son parcours une borne chez vous disponible. Donc, du coup, l'utilisateur du véhicule électrique va pouvoir venir se brancher chez vous. Si vraiment votre borne est dite à usage privé, donc pour vos salariés, vos clients, etc., logiquement, elle ne doit pas apparaître
sur en tout cas l'application. Mais parfois, vous avez des usagers qui se disent, tiens, j'ai repéré une borne sur le parking du garage pas très loin de mon domicile de vacances, par exemple. Du coup, je vais la déclarer. Il est très important, si vous commencez à avoir du monde arriver, en tout cas sur vos parkings, de remonter l'information alors auprès de JREV, notamment, ou auprès des opérateurs de mobilité pour dire que c'est bien un point de charge privé et pas ouvert au public, de manière à pas dégrader votre image, par exemple, ou vous retrouvez face à des usagers en leur disant non, c'est pas possible de recharger chez nous. Donc aujourd'hui, normalement, la plupart des bornes sont accessibles, et quelqu'un le disait très justement, via un paiement directement en ligne. Donc maintenant, ils mettent des QR codes sur les bornes et vous pouvez finalement télécharger l'appli, et même si vous n'avez pas l'abonnement de la borne concernée, vous pouvez régler votre recharge quand les points sont ouverts au public. Voilà. Bon, vas-y, continue en même temps, parce que du coup, je regarde les questions. Oui, la présentation vous sera envoyée par mail. Donc, voilà. Après cette précision, on va revenir sur les primes. Donc la première prime qui concerne les points de charge ouverts à tout public, elle se place sur un taux de subventionnement à 50% de l'installation et avec des plafonds qui varient en fonction des puissances des points de charge alloués. Donc là, très important, on a commencé à vous en parler, la prime est par point de charge. Donc il faut garder à l'esprit qu'une borne de recharge peut avoir différents points de charge, donc différentes primes. Typiquement, une borne de recharge qui possède 2 points de charge pourra toucher 2 fois une prime. Donc si on a 2 points de charge, par exemple, de 40 kW en DC, on pourra avoir 2 fois 4500 € pour la même borne. Ça, c'est assez important à savoir. Donc ensuite, sur les bornes ouvertes à tout public, il y a un certain nombre de conditions à remplir pour être éligible à cette prime. Donc la première, comme je vous le disais, c'est que pour être considérée comme ouverte à tout public, il faut qu'elle soit ouverte, accessible à n'importe quel utilisateur, sans discrimination. Souvent, on avait la question de l'accessibilité des bornes. Donc il n'est pas nécessaire et obligatoire que la borne soit accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle peut très bien se limiter l'accessibilité à vos horaires d'ouverture. Donc si votre parking, typiquement si votre parking est fermé la nuit, ça ne pose pas un problème pour que la borne soit considérée ouverte à tout public. Simplement, il faudra, lors de la demande de prime, que vous, votre installateur, précise bien que les horaires d'accessibilité de cette borne sont sur, par exemple, les horaires d'ouverture de l'établissement ou autres. Ensuite, le programme Advenir exige que la borne soit interopérable, donc c'est-à-dire qu'elle soit enregistrée sur la plateforme JREV et que du coup interopérable, c'est que tout le monde puisse s'enregistrer sur votre borne, peu importe l'opérateur qui gère la borne ou l'opérateur des automobilistes. Ensuite, un point assez important, si vous installez une borne ouverte à tout public et c'est un point de charge en courant continu, il est obligatoire que sur la station de recharge, il y ait un point en courant alternatif pour ne pas fermer de porte à certains automobilistes. Donc, on ne peut pas avoir simplement une seule borne ou un seul point de recharge en courant continu avec un connecteur combo 2. Il faut forcément qu'il y ait une autre borne, ou ça peut être sur la même borne, mais un point de recharge en courant alternatif. Sachant que la plupart des installateurs, quand ils vous mettent des bornes en charge rapide, bon, ils sont bien au courant. Il y a toujours prévu souvent une borne en courant, enfin en tout cas un point de charge en courant alternatif ou un connecteur. Donc si jamais votre installateur ne vous en parle pas, bon, c'est pas logique, mais logiquement, ils sont tous bien au courant de ce qu'ils font. Surtout que sur la plupart des bornes, on va dire avec une puissance assez élevée, donc avec la charge en courant continu, on pourra retrouver ce connecteur en courant alternatif. Et le dernier point, c'est qu'on est obligé d'avoir un système de supervision des bornes si elles sont accessibles au public. Donc ça sera avec votre opérateur. Il faudra vous souscrire à une offre de supervision. Mais on vous le conseille fortement de toute façon, car ça vous permettra d'avoir beaucoup de facilité dans tout le système de facturation. Et après, ensuite, pour surveiller la borne, parce que ce système de supervision permet de vérifier depuis votre ordinateur ou depuis votre téléphone l'état de la borne, si elle est occupée, si elle est libre, s'il y a un problème, etc. Et aussi de surveiller les consommations. Vous pourrez savoir combien vous avez consommé dans le mois, par exemple. Et donc, dernier point, c'est 50% d'aide pour vous, professionnels de l'automobile, sachant que le régime général ne bénéficie que de 30% d'aide pour ces points de charge ouverts au public. Donc, petite précision, tout à fait. Pour les bornes d'essai, il faut penser en nombre de places de parking.
effectivement, sur les bornes ultra rapides notamment, vous pouvez rapidement avoir besoin de 4 places de stationnement. Voilà. Donc, important. Existe-t-il une subvention pour les bornes mobiles? Non, c'est pas prévu. Ouais, je vois là la question. Donc voilà, les points mobiles ne sont pas éligibles à ces primes. Après, je répondrai rapidement à la question qu'on va enchaîner sur un point de charge en courant continu peut aussi recharger en courant alternatif. Alors en fait, le point de charge en courant continu n'a pas la même prise. Et donc si on a un véhicule qui n'accepte pas le courant continu, donc il n'y a qu'un connecteur type 2, comme les hybrides rechargeables, là on ne pourra pas se recharger sur la borne DC, parce que ça sera un connecteur combo 2. Tout à fait. Donc ensuite, sur la deuxième prime, donc la prime pour les points de charge à destination des flottes et salariés, donc à usage privatif. Là, on est sur un taux d'aide inférieur, on est à 25% du montant total, avec un plafond à 750 euros. Donc, comme on vous l'expliquait, ces points de charge à usage privatif, c'est peut être vos bornes d'aire de maintenance, aire de livraison, ou simplement celles qui sont sur votre parking. Donc, pour être éligible à ces primes, il y a les cahiers des charges. Donc, il y a différents points dans ces cahiers des charges qu'il faut impérativement respecter. On vous en a repris quelques-uns. Donc, peu importe que ce soit une borne privative ou publique, il faut que les places équipées de la borne de recharge soient signalées. Donc, que ce soit par un panneau ou par un marquage au sol, ou les deux, peu importe, mais il n'y a pas de règle spécifique. Ça peut être un simple panneau au niveau de la borne. Très important, le contrat de maintenance, il est obligatoire de souscrire à un contrat de maintenance pour être éligible aux primes à venir. Donc, ce contrat de maintenance, c'est au minimum une visite annuelle sur 3 ans. Ok. Donc voilà, c'est obligatoire et on vous le recommande aussi d'avoir un contrat de maintenance parce que ça permet d'avoir des bornes déjà accessibles et toujours en état de marche. Parce que souvent on peut se retrouver avec des bornes qui n'ont pas été bien entretenues et une borne mal entretenue, c'est une borne qui ne fonctionne pas, donc c'est inutile. Et ensuite, on demande de respecter les normes de sécurité électrique. Donc là, il y a toute une liste, comme tous les autres équipements électriques, la borne de recharge doit être soumise au contrôle périodique, par exemple. Et ensuite, un point très important, l'installateur auquel vous ferez appel pour installer vos bornes doit être qualifié IRVE et référencé dans le programme à venir. Donc, qualifié IRVE, ça c'est une obligation. De toute façon, légalement, toute borne de recharge doit être installée par un installateur qualifié. Et ensuite, sur les entreprises référencées dans le programme Advenir, vous pouvez les retrouver la liste sur le site Advenir directement. Donc, c'est classé par département et région. Donc, vous pouvez directement voir quel installateur est labellisé auprès de chez vous. Ok, merci Ulysse. Alors, les subventions, donc Julie, les subventions pour les bornes privées s'arrêtent le 31/12/2022. Alors, à notre connaissance, non. Le programme, en tout cas, qui a été signé avec l'AVER, va jusqu'en 2025, qu'on soit sur des bornes à usage privé ou des bornes à usage public. Donc, le programme va bien pour 2 années nous concernant. Autre point important, peut-être, je ne sais pas si tu en as parlé, les bornes à usage privé, donc destinées à vos salariés ou à vos clients, voilà, vous pouvez tout à fait refacturer, hein. La recharge, je ne sais pas si on en a parlé ou pas, non, on n'en a pas parlé. Donc sur les bornes à usage privé, vous avez la possibilité de refacturer soit vos salariés, en tout cas de demander une participation à vos salariés si vous le souhaitez, mais aussi facturer en tout cas la recharge de courtoisie, par exemple, pour vos clients, c'est pas interdit. C'est pas parce qu'on est en borne à usage privé qu'on ne peut pas refacturer. Voilà. Une question, donc un point de charge ne peut pas avoir 2 connecteurs. Est-ce que tu connais pour Alors, un point de charge, par définition, en fait, si on peut avoir un point de charge avec deux connecteurs, mais par définition, un point de charge, c'est un emplacement de parking, sous définition à devenir, qui permet de recharger un véhicule. Donc, si une borne de charge a plusieurs points de charge, il faut qu'elle soit en capacité de recharger plusieurs véhicules à la fois. Je ne sais pas si je suis assez clair, si ça répond à la question. Alors, les pompes à carburant, doit-il y avoir un contrôle APAV? En fait, toutes les bornes qui sont installées donc doivent l'être par un installateur qualifié. Et pour toutes les installations, pardon, vous devez avoir un certificat consuel, un certificat donc de conformité que votre installateur doit vous fournir, ou en tout cas, parfois il le garde, mais en tout cas, il faut absolument que vos installateurs demandent le certificat consuel et vous, de votre côté, en gardez une copie.
Les loueurs de courte durée ne sont pas, s'ils ne sont pas dans la liste effectivement des codes NAF, ils ne sont pas éligibles. Par contre, vous êtes éligible au régime général. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éligible à une demande de prime, mais sur les primes du programme Advenir, pour les professionnels de l'automobile, pardon, ça ne rentre pas, en tout cas le code APE ne rentre pas, mais par contre, vous pouvez bénéficier du régime général. Donc, je vois une question, on va aborder le sujet juste après, donc on pourra y répondre dans la présentation. On va continuer. Donc, sur les coûts éligibles à la prime à devenir, ce sont tous les coûts de fourniture du matériel, donc le coût de la borne, d'achat de la borne, et tous les coûts de raccordement à une installation électrique existante. Donc là, c'est-à-dire l'installation électrique existante, c'est le coût de raccordement de la borne jusqu'à un tableau, soit directement le tableau général ou un tableau divisionnaire. C'est-à-dire que tous les coûts entre le tableau et la borne sont pris en charge. Donc s'il y a des tranchées, des fourreaux ou des câbles qui sont à mettre pour installer la borne, ils seront pris en charge. Donc ça, c'est sur un tableau existant. S'il y a une création de tableau, que ce soit un nouveau point de livraison ou la création d'un tableau divisionnaire, la création du tableau en lui-même ne sera pas pris en compte. Exactement. Par contre, tout ce qui est protection électrique à l'intérieur de ce tableau sera pris en charge par la prime. Donc typiquement, si on a le cas on a un tableau général, on installe un nouveau tableau pour la station de recharge, un tableau divisionnaire. Donc le tableau divisionnaire en tant que tel, donc la boîte ne sera pas prise en compte et tout ce qui se passe entre le tableau général et le tableau divisionnaire ne sera pas pris en charge. Par contre, tout ce qui se passe entre le tableau divisionnaire et la borne de recharge sera pris en compte dans le calcul. Et si on a les protections électriques, donc qui sont obligatoires, les protections électriques et les disjoncteurs dans le tableau divisionnaire, eux seront pris en charge dans le calcul de la prime. Donc voilà, donc pour résumer, c'est les prix, les coûts éligibles, ce sont les coûts de fourniture de la borne et les coûts de raccordement à l'installation électrique existante, et ne sont pas pris en charge tous les coûts d'exploitation. Donc si vous avez un abonnement de maintenance ou de supervision, ça ne sera pas pris en charge par la prime, et tout ce qui est frais administratifs lors de l'installation non plus. Donc on a référencé quelques points d'attention qui a permis de répondre à la question que j'ai vue tout à l'heure dans le chat. Donc la demande de prime se fait obligatoirement avant les travaux. Un point très important, donc le point de départ de la demande de prime, c'est un devis qui n'est pas nécessairement signé. Il faut juste fournir un devis qui remplit l'intégralité des critères d'éligibilité. Et ensuite, on commence les travaux une fois qu'on a reçu l'accord à devenir, si on souhaite avoir la prime. Donc l'installation de la borne doit être voilà, c'est ça. L'installateur doit être référencé à devenir, comme vous l'avez déjà expliqué tout à l'heure. Et le devis nécessaire au calcul de la prime doit avoir été édité après la date de labellisation. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites le devis, il faut que votre installateur soit déjà référencé à devenir. Il ne peut pas se référencer ultérieurement au devis. Et ensuite, que ce soit vous ou votre installateur qui fait la demande de prime, il faudra fournir un certain nombre de justificatifs une fois les travaux terminés. Donc le devis, donc ça, le devis, vous l'aurez donné dès le départ. Et ensuite, ce sera tout ce qui est attestation sur l'honneur, facture, photos avant et après de l'installation, etc., qui seront à fournir à la fin des travaux pour avoir le versement de la prime. Alors, juste sur le point précédent, Ulysse, Oui. donc labelliser, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que vous saisissez, vous, une demande dans Advenir, sur le site internet d'Advenir. Labelliser, ça veut dire que vous avez rencontré un installateur. Donc, il a étudié vos travaux, etc. Il va vous faire un devis. Donc, c'est à lui de saisir son offre, en tout cas, sur le site d'Advenir. Et ensuite, elle va être validée par l'AVER, notamment, par le programme Advenir. Donc, l'offre devient labellisée. Et une fois qu'elle est labellisée, donc il n'y a plus qu'à valider en tout cas le devis, en tout cas par vous ou par l'installateur. Donc il va valider le devis et ensuite, et à partir de là, vous pourrez commencer les travaux. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'était juste une petite précision parce que labelliser, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. C'est moi qui présente cette partie-là. Ouais. OK. Alors, donc, comment on fait pour... ça tombe bien, du coup, ça fait le lien. Comment on dépose une demande sur la plateforme Advenir? Donc, vous ou l'installateur. On vous recommande vraiment de le faire par votre installateur parce que ce n'est pas toujours facile. En fait, il y a des termes qui sont les bénéficiaires de l'offre, les porteurs de l'offre, etc. Ce n'est pas toujours très facile. Donc, favorisez plutôt la demande auprès de votre installateur.
Donc, déposez la demande, comme je vous le disais, sur le site monadvenir.mobi. Ensuite, la plateforme va vous envoyer automatiquement une proposition d'offre. Donc, une fois qu'elle est établie et validée, vous la signez. Donc, vous signez la proposition, vous ou l'installateur. Et enfin, le montant de l'offre est réservé pour 6 mois. Donc, à partir de là, c'est là que vous avez 6 mois pour faire les travaux. Et donc transmettre les justificatifs, etc., comme vous l'expliquez tout à l'heure, Ulysse. Il se peut que vous mettiez plus que 6 mois parce que Enedis a mis du temps à passer, parce que finalement le temps des travaux est un peu plus long. Vous pouvez demander une dérogation au-delà des 6 mois, mais vraiment, il faut demander une dérogation sur le site Advenir et en expliquant, donc en transmettant des justificatifs, Enedis n'est pas encore passé, etc., pour demander une extension en tout cas, ou vous donner un peu plus de temps pour pouvoir faire vos travaux d'installation. J'espère que c'est clair. Mais voilà, et donc une fois que c'est validé, en fait, l'AVER valide le dossier. Donc une fois que vous avez terminé vos travaux, que vous avez transmis tous les justificatifs, les factures, etc., l'AVER va vous verser, donc à vous ou à l'installateur, si c'est lui qui vous a avancé, en tout cas la trésorerie, il va verser la prime sous 45 jours. Là, il y a vraiment deux écoles. Il y a des installateurs qui proposent en tout cas de prendre en charge directement le montant de la prime et de faire le dossier pour vous. Il y en a d'autres qui vont vous faire les démarches administratives, mais pas forcément faire l'avance de trésorerie et donc vous permettre de bénéficier de la prime après. Voilà. Mais en tout cas, c'est important, c'est un peu technique, donc voilà, c'est pas sorcier, hein, ça c'est sûr, mais on est là pour vous aider si jamais vous avez des questions. Juste avant de continuer, je vois la question par rapport justificatif du nombre de kilowattheures rechargés. Donc, il n'y a pas de réglementation en fait sur comment facturer, c'est assez libre. On peut être, d'ailleurs, on n'est pas obligé de facturer au kilowattheure, ça peut être facturé au temps de recharge et par exemple à l'activation, parce que le recharge du véhicule électrique est considéré comme une prestation de service et non comme de la vente d'énergie. Et après, souvent, comment ça se passe? C'est l'opérateur, en fait, il y a un compteur dans la borne et l'opérateur relève ce compteur et l'indique à l'usager directement et vous également. Après, effectivement, sur les tarifications, hein, donc il ne faut pas que ce soit vraiment trop loin de la tarification moyenne. Donc voilà, il y a une tarification moyenne du kilowattheure. Donc si vous êtes trop loin, ben, le risque c'est que du coup personne vienne se charger chez vous. Du coup, vous créez moins de passages notamment. Mais voilà, si vous êtes, enfin, en tout cas, si la facturation est raisonnable, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de règle, effectivement, en termes de montant fixé. Alors, on espère que ça a été clair, en tout cas, sur la partie programme et subventions. Donc, retenez en synthèse que les subventions sont au point de charge. Voilà. Que pour installer une borne dite à usage privé, ça ne nécessite pas toujours de gros travaux. On vous recommande vraiment de les installer près de vos TGBT, donc les tableaux basse tension, vos tableaux électriques. Donc, il vaut mieux mettre des bornes plutôt près de ces tableaux électriques existants pour éviter trop de travaux. Pour installer une borne de recharge rapide, ça peut prendre du temps, en tout cas si vous avez des travaux de génie civil à faire. Voilà, mais en tout cas, l'aide est plus importante sur la partie borne ouverte au public. Voilà pour cette partie-là. Pour aller plus loin, donc dans le programme Advenir, il est prévu un volet formation, donc là qu'on a co-signé avec le GNFA, donc qui est le Groupement national des formations de l'automobile. Et donc, le GNFA va, dans le cadre du programme, proposer 3 modules de formation qui seront financés par le programme. Ça veut dire gratuit pour vous. Donc, un premier module dédié aux chefs d'entreprise, un deuxième module qui sera dédié aux conseillers commerciaux et aux clients, et un troisième volet qui sera dédié au personnel technique, à vos personnels techniques. Donc, on va commencer le premier programme. Donc, le GNFA est en train de construire, de concevoir les contenus des programmes de formation. Donc, le premier, ce sera le volet dédié aux chefs d'entreprise, où là, l'objectif sera vraiment d'identifier le type d'installation de recherche qui est la mieux adaptée à votre entreprise, choisir le modèle économique qui vous convient, se repérer dans toutes les démarches administratives et financières et voilà, et tous les financements associés. Donc, d'ici la fin de l'année, on va ouvrir on va ouvrir les inscriptions pour le premier module, donc destiné aux chefs d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sont des formations gratuites qui seront dispensées sous forme de webinaire de 3 heures. Et là, vous aurez vraiment un vernis complet et encore plus approfondi sur, voilà, dans mon cas, quel type de borne je peux installer et quel business model je vais choisir. Donc voilà, le premier volet, donc formation chef d'entreprise, sera dispensé sur le premier trimestre 2023.
Et plutôt à partir du deuxième semestre, vous aurez les 2 autres modules pour les conseillers commerciaux et les personnels techniques. Donc, veillez, veillez, on vous enverra plein de rappels pour vous inscrire. C'est des sessions de 50 personnes et voilà, on envisage certainement de les faire d'ailleurs de manière régionale, mais ce sera très, très intéressant pour vous. Alors, nos actualités, donc, on va dédier un site internet aux bornes. Donc, vous l'avez là. C'est pas la peine de vous connecter tout de suite parce qu'il n'est pas encore prêt. Il devrait arriver à partir de mi-octobre. Donc, vraiment, là, vous allez retrouver toutes les informations concernant les IRVE, la mise à jour des différents baromètres, notamment de l'AVER. Vous allez retrouver plein d'informations, du partage d'expériences avec des adhérents qui ont déjà installé. Donc, quelles difficultés ils ont rencontrées, des conseils. Vraiment, donc ce sera le site internet qui sera dédié à l'environnement des bornes. Donc mi-octobre, d'ici le mondial, il devrait être prêt. En termes d'événements, donc vous savez vous le savez ou pas, mais on est présent sur le mondial de l'auto et sur Equipoto. Donc on vous a remis les indications. Donc Hall 3 pour le mondial et Hall 2 pardon, pour Equipoto. Donc avec des zones dédiées pour les bornes. Donc on sera présent avec Ulysse, on vous accueillera avec grand plaisir. Et puis on espère que vous aurez plein d'autres informations et plein d'autres questions d'ici là. Voilà pour nos actualités et je crois qu'on en a fini là. Oui. Alors, si vous avez des questions, on va arrêter dans pas longtemps et puis on va réouvrir peut-être les micros. Si vous avez des questions ou en tout cas besoin de conseils ou des choses qui n'ont pas été très claires, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail dédiée unique born@mobiliance.fr. Donc, il est affiché en gros bornes@mobiliance.fr. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur cette adresse de messagerie. Alors, on va commencer à répondre aux questions. Avez-vous négocié des tarifs pour l'achat des bornes et des installations? En fait, on a rencontré là pour l'instant beaucoup d'acteurs, hein, des fabricants, des installateurs, des superviseurs, des gestionnaires, etc. C'est difficile, hein, l'écosystème est vraiment très complet, il y a beaucoup de monde. En revanche, on va certainement dans un deuxième temps, c'est un peu tôt pour le dire, mais voilà, vous préconisez certains prestataires. Mais pour l'instant, on n'a pas fait de négociation particulière. En termes de prix, je ne sais pas si on a des prix à donner, mais ça serait un peu compliqué de vous donner des tarifs, mais sur les bornes dites à usage privé en fonction des tailles et des points et de la puissance, pardon, ça va entre 1000, je pense. C'est vrai, c'est entre 1000 et 4000 euros pour des bornes, on va dire, à charge normale. Après, c'est un peu compliqué de toujours donner un prix parce que ça dépend beaucoup de l'installation. Ça dépend aussi du montant des génies civils et des prestations choisies. Ouais. Sur des bornes dites ultra rapides, là c'est pareil, les coûts peuvent être un peu plus importants, mais les travaux aussi. Mais ça peut aller à 20, 30, 40 000 euros en fonction du nombre de points de charge. Donc vraiment, aujourd'hui, on n'a pas de prix à vous donner. Ce qu'on peut vous donner comme fourchette, c'est notamment pour le contrat de maintenance. Vous savez que dès lors que que vous installez une borne de recharge, qu'elle soit dite à usage privé ou public, il va falloir associer un contrat de maintenance d'au moins 3 ans. Donc ça fait partie des conditions du programme à devenir. Sachez que dans tous les acteurs qu'on a pu consulter, globalement, vous êtes entre 15 et 30 euros par mois, par point de charge de maintenance, de contrat de maintenance. Voilà, donc ça fait 300, ouais, entre 150 et 300 euros à l'année par point de charge. Donc, je vais réactiver les micros pour ceux qui ont des questions. Normalement, là, vous devrez être en mesure d'activer votre micro si vous avez une question. Je veux bien que quelqu'un essaye pour me dire déjà si ça fonctionne. Ça marche bien, Ulysse. Parfait. Merci. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, c'est bon, on vous entend. Ah. Alors, Monsieur Besnard, président de Mobiliance 34 Héros, on a parlé de demande de subvention, mais pas mal de garages ont déjà leurs bornes, ont déjà payé l'installation. Et donc, qu'est-ce qu'il en est pour ces garages-là? Là, si la borne est déjà installée, malheureusement, ils ne pourront pas être éligibles à la prime.
parce que le point nécessaire, en fait, c'est que les travaux soient faits après la validation du devis par Advenir. Donc malheureusement, il n'y aura pas de prise en charge sur les bornes qui ont déjà été installées sur les Alors, sites. on peut reprocher, moi je pense que ceux qui ont déjà leur borne en fonctionnement sont des chefs d'entreprise prévoyants et qui ont bien fait leur travail, mais on peut se poser la question de l'organisme qui nous propose ces subventions, qui arrive bien tard. Oui, tout à fait, c'est sûr. Après, le volet dédié aux professionnels automobiles n'arrivait qu'au mois de juillet, mais le programme à venir, lui, existe depuis 2020 ou 2021, il me semble, et il y avait déjà des primes qui étaient disponibles. À tout le monde, là, pour le coup. Fin de question. Merci. Alors, je vois par rapport les montants de primes pour une borne privative. Donc, pour une borne privative, c'est le taux d'aide est de 25% avec un plafond à 750 € du montant hors taxe des coûts éligibles, de la somme des coûts éligibles. Alors, la question, quel fournisseur d'électricité vous nous conseillez? Alors là, c'est hyper difficile de vous conseiller. Ouais, on ne pourra pas vous conseiller. En tout cas, quand on parle d'analyser votre puissance disponible sur vos sites, aujourd'hui, je sais qu'Enedis a mis en place, parce que parfois c'est compliqué d'avoir son fournisseur d'énergie, d'ailleurs pas qu'EDF ou un autre, hein, mais vous devez avoir la possibilité sur certains de pouvoir contrôler directement sur le site Internet la puissance que vous avez sur votre site. Donc, normalement, vous avez les puissances disponibles et les puissances restantes, en tout cas, que vous devriez pouvoir consulter sur leur site Internet. Dans tous les cas, la plupart des installateurs vous proposeront en tout cas une étude technique, notamment par rapport à la puissance disponible. Alors, c'est vraiment plus facile et plus rapide quand vous êtes sur des bornes à usage privé, parce que ce n'est pas forcément des grosses puissances dont vous avez besoin, et pour la borne et pour la disponibilité sur votre site. Donc, voilà. Mais du coup, on ne peut pas vous conseiller de fournisseur en particulier. Je vois qu'il y a peut-être des mains levées, non? Mais c'était tout à l'heure. D'accord. C'est un vaste sujet, hein, les bornes. C'est pas toujours facile. J'espère que ça a été clair, en tout cas, pour vous tous. Je vais dire oui, mais j'ai du parti pris, Linda. Pas d'autres questions? Alors, j'ai vu quand même des questions. Alors, attendez. Est-ce qu'il y aura une obligation d'avoir, en tant que professionnel de l'automobile, Est-ce qu'il y aura une obligation d'avoir, pardon? d'avoir une borne en étant professionnel de l'automobile? Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir une borne, c'est vraiment votre décision. Voilà. Maintenant, c'est juste les questions qu'on se pose avec toute la réglementation qui arrive, peut-être les potentiels clients qui vont arriver chez nous, chez vous. Voilà, comment on les accueille, ces électro-automobilistes, est-ce que je vais en avoir beaucoup, est-ce que je ne vais pas en avoir beaucoup? De toute façon, ils arriveront à un moment donné. Voilà. Donc, mais c'est pas obligatoire. Merci. Je vous en prie. Je vois qu'il y a une question sur les coûts de supervision. Donc là aussi, ça dépend fortement en fait de l'opérateur choisi, mais on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que pour le contrat de maintenance. Donc on va aller de 15 à 30 € par mois par point de charge pour la supervision. Après, tout dépend en fait du nombre de points de charge que vous avez. Ça peut être négocié si vous avez beaucoup de bornes, etc. Ouais. Pour une borne publique, est-on rémunéré de l'utilisation qui en est faite? Tout dépend si vous avez. En fait, tout dépend l'investissement, le choix du modèle financier que vous avez retenu. Si vous avez retenu le tiers investisseur, ça veut dire quelqu'un d'autre, un financier qui vient financer toute votre installation. En fait, la rémunération que vous allez obtenir, ça sera soit un loyer, soit un chiffre d'affaires de la consommation qui aura été faite sur la borne en elle-même.
Dans le cas où ce n'est pas un tiers investisseur, là, donc vous négociez directement avec votre superviseur qui va vous reverser une partie, parce qu'il y a forcément sa prestation, mais il va vous reverser une partie des consommations qui auraient été faites sur la borne. Alors, j'ai vu une autre question. A-t-on le contrôle du temps de charge et du paiement de la charge sur une borne privée? Car par les temps qui courent, très très risqué de faire la police. Vous pouvez limiter notamment les consommations sur une borne privée. Vous pouvez tout à fait, par exemple, offrir à votre client ou à votre salarié une charge de 15 minutes, 30 minutes. Voilà. Par contre, si vous avez effectivement une charge très lente, en 15 minutes, il ne rechargera peut-être pas beaucoup, mais voilà, en tout cas, vous avez la possibilité effectivement d'offrir des durées ou des puissances. En fait, tout est faisable. Ça, il faut voir avec avec l'opérateur en fait qui gère les bornes, qui vous fournit ce service de supervision. Et là, il pourra vous fournir des moyens d'accès, donc différents badges. Par exemple, on peut très bien imaginer des badges qui fonctionnent le week-end, d'autres que la journée, etc. Donc là, c'est vraiment assez libre en termes d'ergonomie et à voir avec votre opérateur ce qui est faisable et ce qu'il peut vous proposer. J'ai vu une question, donc pour la maintenance, vous disiez entre 15 et 30 euros par mois. Oui, c'est ce qu'on a constaté en moyenne. Dans les 15 à 30 euros, attention, en général, ils incluent dedans une visite annuelle et tout le reste se fait à distance. Dès lors que vous avez un technicien qui se déplace, bien souvent, vous avez les frais, un forfait de déplacement et puis peut-être le coût de l'intervention du technicien. Prévoyez-vous des subventions pour les photovoltaïques? Alors, ce n'est pas nous qui les prévoyons, mais en tout cas, ils n'en ont pas parlé dans le cadre du programme. Là, on parle vraiment de la borne en elle-même. Voilà. Attention, notre constructeur nous oblige. Oui, effectivement. Donc, le programme à devenir ne vous oblige pas à installer une borne. En revanche, effectivement, là, si vous suivez la politique de votre constructeur, s'il vous y oblige, oui, donc on n'intervient pas dans les politiques des entreprises. Faut-il une déclaration préalable au projet de borne à déposer auprès des pompiers, par exemple, lutte contre les risques d'incendie? Alors, vas-y, Au niveau sécurité incendie, ça concerne principalement, en fait, c'est les parkings souterrains accessibles au public ou les immeubles de grande hauteur, où là, il y a une commission incendie à passer, en fait, avec des règles spécifiques à ces applications-là. Donc, d'où l'importance d'avoir, en fait, quand vous avez fait votre installation électrique, d'avoir le certificat consuel, parce que vous êtes quand même responsable des risques incendies de votre site. Et ça, en général, vous avez des plans de sécurité associés. Mais en tout cas, pour être tout à fait dans la réglementation en vigueur, le certificat d'installation est nécessaire et indispensable. Quels sont les délais pour toucher les subventions? Alors, à partir du moment où les travaux sont terminés, donc vous avez transmis tous les justificatifs, on vous rappelle que vous avez 6 mois pour le faire, Advenir prévoit un délai de 45 jours pour toucher vos subventions. Mais il n'y a pas, donc du coup, par rapport à la question des pompiers, il n'y a pas de déclaration auprès des pompiers à faire. Normalement, votre installateur est qualifié pour mettre en place toute la sécurité nécessaire et notamment dans votre TGBT de mettre des disjoncteurs dédiés à la borne. Pour revenir au délai, c'est 10 jours. Une fois que vous avez fait la demande de prime, Advenir s'engage à vous donner à faire une proposition de prime sous 10 jours et ensuite c'est 45 jours pour avoir le versement de la prime. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est dans le timing, on a dit 1 heure et on pensait qu'on allait déborder. Donc, on est très bien. Merci en tout cas à tous pour votre participation, très nombreuse. On va vous transmettre cette présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à nous écrire sur l'adresse mail dédiée borne@mobiliance.fr. Vraiment, tous les cas sont différents, donc n'hésitez pas à nous solliciter. On vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et à très bientôt. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.